Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour et bienvenue dans Décennies, le podcast. Je suis Spades et on se retrouve aujourd'hui pour un cadeau bonus un peu spécial, très musical et enfin un grand retour dans les années 80 pour vous parler d'un chanteur qui a beaucoup marqué le monde à cette époque-là et encore aujourd'hui. Pour ça, je vais pas être tout seul. On a déjà mon complice habituel, Mikado Twix. Bonsoir Spade, comment vas-tu ? Très très bien, et toi ? Ma foi, je suis très content d'enregistrer ce numéro musical avec toi. Et justement, on sera pas tout seul, puisque là on a un revenant, ça faisait plusieurs mois qu'il ne venait pas nous voir. Roulement de tambour. Et là il a décidé de revenir par la grande porte, accueillons Wiz. Mr. Wiz, Non mais c'est génial, tu sais que c'est mon premier Décennies en l'occurrence. Ah oui, c'était quoi ton dernier numéro, Wiz ? Je crois qu'on faisait des enfants chanteurs, mais c'était encore 80s, c'était pas Décennies, donc c'est une première. Il se trouve que confinement oblige, j'ai du temps, profitons-en. Voilà, tout à fait. Et puis évidemment, on est sur Décennies, mais on va parler des trucs d'années 80, tout va bien. On va pas perdre les bonnes habitudes. Et 70. Oui, beaucoup 70. Et d'ailleurs, on parle de quoi ? Qui c'est qui veut commencer par présenter le sujet ? Je veux bien me lancer. Décennies, évidemment, à la base, c'est 80s le podcast. Et clairement, le sujet du jour, donc vous l'avez vu, c'est Noam. Force est de reconnaître que depuis que l'aventure 80s existe, Noam, c'est quelque chose qu'on évoque assez régulièrement, plus un autre producteur qui risque d'être évoqué encore ce soir. C'est pas impossible. C'est vrai, on en parle absolument dès que l'occasion se présente. Je crois même qu'on en avait parlé dans Les Enfants Chanteurs avec Wiz. On a fait du Lionel Leroy, rappelez-vous, dans nos premiers numéros, Claude Lombard, et ça nous est tout naturellement venu à l'idée de dire enfin, on se lance, on fait Noam. Évidemment, Mr. Wiz était super chaud pour en parler. Non, ça t'est venu naturellement. Et effectivement, quand tu as proposé l'idée, je me suis dit, merde, mais en fait, effectivement, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant ? C'est ça. Non, c'était évident. Donc, on cite Noam, mais il faudrait peut-être qu'on le présente un peu. Tout à fait. Donc, je vais me charger de faire un petit peu la bio du monsieur. Donc, Noam, de son vrai nom, Noam Kaniel. Qui est-il ? D'où vient-il, ce formidable chanteur qui roule les airs ? Ça me fait plaisir. Tout simplement, il vient d'Israël, plus précisément de Tel Aviv, où il est né le 13 août 1962. Alors, il a commencé sa carrière très tôt, à l'âge de 8 ans, en finissant deuxième à un concours de chansons coproduit par son futur collaborateur, et donc le fameux producteur qu'on n'arrête pas de citer depuis plusieurs années, et dont un jour il faudrait qu'on parle sérieusement, Haïm Saban. Exactement, On en aura tellement parlé qu'on n'aura plus besoin de dire quoi que ce soit. En fait, on prendra les morceaux où on en parle dans toutes les émissions, puis on les agglomérera pour faire un peu C'est ça, voilà, on fera comme ça en fait. Et donc, durant cette période, Noam, il va avoir plusieurs succès dans sa langue natale, donc comme Gali ou Imasheli. Je suis désolé pour l'accent israélien, on repassera. En octobre 73, donc durant la guerre du Yom Kippour, donc c'est un conflit armé entre Israël et une coalition de pays arabes qui va durer du 6 au 25 octobre 1973. Donc ce jeune chanteur, il décide d'aller supporter les troupes en allant chanter devant eux. Et c'est à cette occasion qu'il va rencontrer donc Mike Brandt, la légende de la chanson française de l'époque, qui, sentant le bon filon, va leur proposer à lui, à Haïm Saban, de venir faire carrière en France. Bon, c'est une carrière qui va démarrer sur les chapeaux de roue, avec plusieurs succès consécutifs. Et en 75, en plus de sortir des chansons en français, il va sortir un album intégralement en japonais qui va lui permettre de lancer une tournée au Japon et aussi quelques concerts à Johannesburg en Afrique du Sud. Je ne vois absolument pas le rapport, mais voilà. Ok, pourquoi pas. Clairement pas. Mais... Donc Noam, c'est vraiment en 78 qu'il va rentrer dans la légende en enregistrant le générique d'un dessin animé. Ça va être vraiment le premier carton d'un opening de dessin animé dans le monde occidental. Et ça va lancer en fait chez lui une nouvelle carrière. D'enfant chanteur, il va en fait devenir chanteur pour enfants en chantant des génériques de dessins animés. En 80, il va tenter une petite carrière d'acteur en débutant dans le film israélien Koav Hashahar, donc encore une fois excusez mon accent, ce qui veut dire en français l'étoile du matin, et dans lequel il figure un chanteur qui essaie de sauver son père pêcheur qui est au bord de la ruine. Il paraît que c'est pas bon de ce que j'ai vu en préparant un peu les fiches. Oui, c'est à peu près ce que j'ai vu, mais bon, voilà. Ouais, lui-même avait l'air de reconnaître que c'était pas le meilleur fait d'armes de sa carrière en tout cas. Pour continuer, il va chanter énormément de génériques qui nous ont marqué et dont on va parler dans cette émission.
En 88, en fait, il va vivre un drame personnel qui va lui faire prendre ses distances avec le monde de la musique, enfin, du moins d'être sur le premier plan, où il va devenir en fait ingé son aux États-Unis, et il reviendra dans le milieu des années 90 en produisant des titres pour des artistes français comme Mireille Mathieu, Patricia Cass, Ophélie Winter, Hélène Sigara, Patrick Fiori, Laurie, Julie Zenati ou encore Lame. Et surtout en 97, en fait, il va produire un titre Eurodance qui est à peu près abominable. J'aime beaucoup le bonhomme, mais ça je lui pardonne pas, quoi. C'est compliqué. Ouais, hein. on va en écouter un petit bout histoire de... Allez, c'est parti. Donc franchement, c'était pas bien tout ça. La jeune femme, elle est juste physiquement intéressante, c'est tout. Voilà, elle est physiquement intelligente, tout à fait. À l'écoute, c'est discutable. Hein. Oh bah c'est très bien pour lancer des concours de t-shirts mouillés. Hein. Mais c'est bien, on sort les casseroles au début d'émission, voilà. Et après on dégaine sur du lourd. Voilà. Hein. Et donc, si on doit revenir sur son début de carrière, qui est peut-être un peu mieux quand même, oui, est-ce que tu aurais des titres à nous proposer? Oh bah une petite sélection. Après, il faut quand même reconnaître que il a été parrainé par Mike Brandt, donc il fait quand même du Mike Brandt. Un petit peu quand même, ouais. Un petit peu beaucoup. Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais fait le rapport, mais maintenant que tu le dis, c'est évident. Ouais. Il y a une vraie proximité. Ouais. Et il s'inscrit quand même aussi dans un sillage d'enfants chanteurs qui était très à la mode à l'époque, type les Poppies ou Roméo. J'ai fait ma petite playlist, j'en ai gardé 3. Il y a Viens maman, on va danser en 1975. Je l'aime bien parce que ça a été repris aussi dans les années 80 par d'autres enfants chanteurs. Bon, c'est un peu désespérant, mais bon, voilà. Viens maman, on va danser, il y a la fête au lycée, les parents sont invités, allez viens. Viens maman, on va danser, on va rire, on va chanter, je serai ton cavalier. Viens maman, on va danser. Et c'est très très Mike Brandtien là pour le coup. Et c'est, oui, complètement. Alors ensuite, un truc un petit peu plus léger, présenté chez Guy Lux, un nombre incalculable de fois. En 76, c'était Lollipop, qui est une reprise d'un titre américain dont je ne me souviens plus du titre, mais qui est probablement Lollipop aussi. Voilà. Donc celle-là, elle est assez rigolote. Hein. Et puis du même album, parce qu'il a quand même sorti plusieurs albums en France en 75 et 76. Dans l'album de 76 où il y a Lollipop, il y a une autre chanson qui m'a vachement plu, qui s'appelle Petite fille au soleil. Moi j'ai eu le petit souci technique que je suis tombé sur la chanson de Christophe, quasi homonyme, hein, Petite fille du soleil. Donc c'était un peu... Je me suis dit que Noam, il avait une voix vachement virile, hein, quoi. Ah oui, mais ça change tout. Je repense aux vacances, à ce carnaval immense. C'était chaque jour dimanche. Petite fille au soleil, tes cheveux sentaient bon le miel, ta peau était dorée comme une glace au café. Donc, comme je disais plus haut dans la bio du monsieur, il est devenu surtout célèbre pour un générique de dessin animé. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on mette 5 € dans la fente et qu'on laisse Mikado en parler pendant 2 heures. Hein. Les amis, Noam, hein, on le sait tous, hein, c'est surtout Lollipop, hein, comme l'a dit Julien. Mais évidemment, Noam, c'est ça. Traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps.
J'ai jamais compris combien il y a de R d'affilée dans Goldorak, dans cette version. 12. Nous sommes en 1978. Noam a 16 ans et, comme tous les enfants de 16 ans, sa voix mue. Il pense que sa carrière de chanteur et de variété était terminée. Il rejoint donc un certain Haïm Saban, qu'il considère comme son père spirituel, parti s'installer à Los Angeles pour apprendre à composer. Alors Goldorak fut évidemment le premier feuilleton animé japonais à être diffusé en France à partir de juillet 1978 dans l'émission, Julien, Récréa 2, sur évidemment la deuxième chaîne nationale. Bien évidemment, nous vous invitons d'ailleurs à écouter nos 30 numéros que nous avons dédiés sur le grand héros cornu, avec notamment notre copain TMDJC que nous saluons. Mais t'es sûr qu'on en a assez parlé de Goldorak, il faut pas faire une nouvelle émission Moi je veux bien, hein, pas de problème. Alors faut savoir que le titre original sera replacé après 2 mois de diffusion car jugé inadapté. On en avait déjà parlé dans le cadre de, je crois, des OST de Goldorak. Les raisons de la censure du titre donc que j'évoque, c'est Accours vers nous, sont obscures, mais dans les textes on a va combattre ton ennemi et c'était surtout le mot race qui posait problème. À ce titre, je fais une petite dédicace à notre ami Olivier Fallet qui vient d'éditer un très joli livre sur les très belles histoires des génériques de dessins animés et de séries que nous on connaît, que je vous invite à feuilleter parce que ça raconte vraiment très bien tout ce type d'anecdotes autour des génériques qui nous ont bercés durant notre enfance. Alors, nous sommes donc en septembre 78, le générique est enregistré par, donc évidemment Noam, en une nuit, alors que le jeune homme était grippé. Écrite par Pierre Delanoë, le célèbre parolier notamment de Beko, Fugain ou même de Jodassin. Et composé par Pascal Auria, notamment l'auteur de « Il venait d'avoir 18 ans » pour Dalida. Alors évidemment, la chanson connaîtra un succès inattendu et fera la fortune d'Haïm Saban avec environ 4 millions d'exemplaires vendus. La fortune et la carrière, parce que c'est vraiment la spécialité qu'il va faire. On est d'accord. Moi je l'ai, hein. Je vous cache pas que je l'ai le vinyle. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'à la base, le titre, personne n'en voulait. Donc c'était vraiment un coup de poker et ça a cartonné auprès du public, quoi. Très sincèrement, je pense que ça marquera toute une génération. Surtout que à l'époque, je crois qu'il n'y avait que 3 chaînes et que tout le monde avait plus ou moins vu ce programme, quoi. Alors les amis, petit tour de table, notamment toi Spade, quel est ton affect sur ce morceau ? C'est peut-être en fait l'un des génériques de Goldorak que j'aime le moins. Oh zut ! Je le trouve vraiment très bien, mais que ça soit Accours vers nous ou Goldorak Go qui arrivera après, ou un côté plus martial, plus rythmé qui convient mieux à la série, quoi. Lionel Leroy, non, l'aventure continue. Lionel Leroy aussi, tout à fait. Mais en fait, c'est vraiment le morceau qui a un peu rien à voir avec le Schmilblick, je trouve. C'était volontaire, oui. Puisque tu sentais que c'était dans le but d'aseptiser un petit peu les propos. Oui, mais justement, au final, si tu retombes sur un truc qui a pas grand chose à voir avec la série originale, surtout que Accours vers nous, c'était quand même une reprise directe du générique japonais. Ouais. Mélodiquement, c'est beaucoup plus riche que cette chanson-là. Le truc, après, ça reste un excellent morceau, mais comme il dit, sans le succès de Goldorak, le disque serait pas vendu autant, puis ni les jouets, ni les verres à moutarde Amora et compagnie, quoi. Ah, c'est moi qui les ai tous achetés, les verres Amora, mais je terminerai juste en demandant, évidemment, l'avis de notre expert musical Mr. Wiz sur, tout simplement, l'affect qu'il a sur le morceau en question. Et moi, c'est exactement le contraire. Je trouve que moi, c'est mon préféré. Mais probablement justement parce que ça n'a rien à voir avec le Schmilblick. Ouais. C'est exactement en creux la même analyse que Spade. Moi j'aime bien parce que ça a rien à voir, parce que je trouve que voilà, c'est mignon, c'est encore très années 70 et qu'on sait pas du tout à quoi on va avoir affaire. Donc non, moi j'aime bien parce que Goldorak, c'est pas trop ma grosse passion. Ah, attends, je crois que Mikado est parti là quand tu as dit que c'était pas ta passion Goldorak. T'as vu, ouais, j'ai des verres à moutarde parce que en fait la moutarde ça sert pour la mayonnaise et que j'aime beaucoup la mayonnaise. Mais grosso modo c'est tout, quoi. Et tiens, Wiz, tant que tu as la parole, quel titre vas-tu nous présenter de la carrière de Noam ? Alors du premier, on va passer globalement au dernier parce que je suis pas sûr qu'il en ait fait beaucoup après. C'est les Popoles. Ah, les Popoles. De 1986. Allez, on écoute l'extrait. Tout le monde aime les Popoles.
dessin animé pour jeune public, parce que c'est quand même vraiment pour jeune public. Ah mais moi j'avais 10 ans, j'étais la cible. Hein. Ah non, c'est plus jeune. Enfin moi je trouve. Ah merde, je regardais moi. Moi je regardais plus trop et pourtant j'ai 2 ans d'âge mental. Hein, mais, ouais non, c'est plutôt la même tranche d'âge que Mon Petit Poney et les trucs du style quoi. C'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Les bisounours. Non, j'aimais bien Rainbow Bright, mais bon, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est Team Jean Chalopin, bien entendu, comme à peu près tout ce dont on va parler ce soir, qui a été créé à partir des peluches du même nom, et après qu'un pilote a été réalisé aux États-Unis à partir de marionnettes. Le premier Popple, en fait, c'est des vrais gens avec des marionnettes Popple. On s'est dit, ça marche, on va faire un dessin animé. Et ils se mettaient dans des sacs et ils partaient en sautillant ou Exactement. Mais c'est des chouettes peluches, parce que bon, évidemment, vous le savez que je suis très client de ce qui est goodies, jouets, etc. Et moi j'en avais à l'époque et j'en ai retrouvé il y a quelques années en brocante notamment. Pour les rares auditeurs qui ne se rappellent pas, les Popple c'est des petites peluches clairement qui se repliaient pour faire des testicules, pardon. Tu couperas, j'ai honte. Non, pour faire des petites boules quoi. Après le dessin animé, et puis par extension le générique, Julien. Le dessin animé en soi, c'est vraiment très jeune public. Je suis d'accord. J'ai pas beaucoup suivi à l'époque. Par contre, les Popple en 86 déjà. Quand tu parlais de ça, tu parlais de Cicciolina. Ah oui, tu peux développer. Bah parce que elle se pointait genre au Festival de Cannes ou n'importe où. Ou chez Morosi. À moitié à poil, ou chez Morosi à poil, et elle cachait ses nibards et sa fouffe avec des Popple. avec des Popple. Et le fait que le générique, ça soit les Popple. Et en fait, moi, la seule chose que je vois, c'est la Cicciolina et les Popple. Donc bon, je trouve que ça match absolument génialement, quoi. C'est une image de toute la transgression qu'on pouvait avoir dans les années 80 à la télé. Mais honnêtement, je sais que j'ai vu des épisodes à l'époque et je suis incapable de te dire de quoi ça parlait, quoi. Ça parle de Popple. Bah, de pas grand chose. Sincèrement, j'en ai regardé 1 ou 2 pour voir. Non. Pour la petite anecdote, faut savoir que la licence Popple, ça a été entre guillemets rebootée il y a 5-6 ans, je dirais. Et bon, je me dis tiens, les peluches, machin. Et en fait, le chara-design des peluches d'aujourd'hui, c'est vraiment pas très joli. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'affect sur la gamme de jouets. Hein. Franchement, puis la chanson, blague à part, à l'époque, on n'avait pas le terme, mais aujourd'hui, on l'a. C'est une chanson feel good. De manière générale, je pense que tout ce que chantait Noam, tu sais, c'était du bon sentiment, mais ça faisait pas trop dégoulinant. Moi, j'aimais beaucoup à ce titre. Je sais pas vous, mais moi j'aimais bien. Ouais. Non, je pense que c'est le bon terme. Non, et puis surtout, c'est un générique qui ment pas sur la marchandise. Tu sais que c'est une série qui va être légère et sans prise de tête. C'est pas comme Rémi sans famille qui te propose un générique entraînant, quoi. Ah oui. Où ils sont tous morts à la fin du générique, on est d'accord. Et en autre truc dont je suis sûr que t'as eu des jouets, je pense que ton générique suivant, ça en fait partie. Allez, générique. L'araignée, lui le plus fort, le justicier. Il se bat et il gagne, car le mal, son rival toujours, étouffe dans sa toile. Par surprise, il arrive, et d'un seul coup de poing il brise. L'homme au cœur de vipère se retrouve en enfer. L'araignée défend la terre entière. L'araignée est tombée dans la purée. Alors Spade, je vais avoir besoin de toi, je suis très content que tu sois là parce que l'araignée, donc Spider-Man, moi je préfère dire l'araignée parce que j'ai connu, moi quand j'étais petit, ça s'appelait pas Spider-Man, ça s'appelait l'araignée. Oui, non, t'inquiète, hein, on a tous des trucs de ce style-là. Je vais vous pitcher vite fait le truc, c'est une série de télévisée d'animation américaine de 52 épisodes, créée d'après la bande évidemment dessinée éponyme et diffusée entre 1967 et 1970 sur le réseau ABC. En France, on l'a eu pour la première fois en 1977 dans l'émission Restez donc avec nous et surtout rediffusée dans Feu, l'émission Croque Vacances. Alors, pour parler un petit peu du titre, j'aime beaucoup ce générique parce que c'était un dessin animé que je regardais quand j'étais gosse, j'étais hyper fan. Il y a un mème maintenant qui est connu où tu sais, Spade il se retrouve face à un autre Spider-Man.
Oui. qui est tiré directement de ce dessin animé. Et pour être tout à fait honnête avec vous, le titre que j'ai retenu donc de Noam, c'est le deuxième générique chanté parce que on l'a déjà dit plusieurs fois en émission, mais ça se faisait, on l'a vu là notamment dans le cadre de Goldorak, c'était pas rare que d'une saison à l'autre, carrément, le générique changeait. Et en fait, Noam interprète donc en 1979 le deuxième générique. Et du coup, je pense que le succès aidant, Noam a chanté différents types de génériques de comics, on dira, notamment l'incroyable Hulk, Superman et un autre dessin animé que j'évoquerai par la suite. Bah, il a sorti un album à l'époque, hein, en fait, avec plein de reprises ou en tout cas de versions de dessins animés de l'époque. Tout à fait. Après, moi, forcément, ma version préférée du générique de ce dessin animé-là, ça reste comme la version punk par les Ramones. Ah, parce que en fait, je crois que le premier générique est plus fidèle au générique original. Oui, tout à fait. Parce que dans le collectif, on est plus sur Spider-Man, ti 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 ti. Et en fait, en France, on l'avait ça. C'était Oui, l'araignée. Attention, car l'araignée est là. Et là, comme on a pu l'entendre, c'est encore une autre version qui est un petit peu plus funky, quoi, mais qui, je trouve, fonctionne quand même bien parce que je reconnais que Noam était vraiment dans ce qui se faisait mieux dans Les Enfants Chanteurs. Oui, non, ça c'est indéniable, mais c'est vrai que voilà, le thème original est tellement culte, à tel point qu'il a été repris dans les derniers films, comme étant le thème de Spider-Man. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Que vraiment, t'as du mal à passer derrière, quoi. On est d'accord. Donc, on va rester dans les animaux, je pense, Wiz. Oui! Alors, 1984, j'étais super fan des Entrechats. Isidore le citadin, dans la ville, crie victoire. Il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Sous son être dans Isidore, frappe à la vie dans son corps. Où qu'il soit, ils font la loi. Les chats sont rois, les chats sont là. Chats de bonne manière, et des chats de gouttière. Ramadou, les chats bailloux, les Entrechats sont là. Ah là là. Alors ça, oui. Et en plus, c'était addictif parce que c'était la vieille méthode de diffusion des FR3 à l'époque qui prenait un épisode normal d'une vingtaine de minutes et qui l'éclatait en 5 petits épisodes de 5 minutes. C'est ça. Ouais. Du coup, t'avais plus de génériques que de dessins animés. Mais oui, mais c'est ça, parce que t'avais, mais pour Capitaine Flamme aussi, c'était le même Ulysse truc. 31, un Ulysse épisode 31, ouais. et Ulysse 31, c'est pareil, c'était 5 fois 5 minutes, le truc t'en pouvais plus, c'était à devenir dingue. À une saison, ça durait 2 ans et t'en avais tous les jours. Mais c'est ça, c'était magique. J'arrive toujours pas à comprendre que c'est pu arriver aussi tard. Ça date de 85. Enfin, en tout cas, la diffusion française. Et pour moi, c'est un truc que je regardais quand j'étais tout petit. Mais 85, j'avais déjà 10 ans, donc non. Mais ça m'a vraiment super marqué. Donc, c'est encore Jean Chalopin. Ça a été créé à partir d'un comic qui s'appelle Heathcliff, qui est le personnage d'Isidore dans le dessin animé. Il y a 2 saisons, il y a 86 épisodes. Si peu, en fait, alors que c'est ultra marquant. Et en fait, la série, elle est construite sur 2 histoires. Une histoire d'Isidore, qui est un chat domestique, qui fait que des conneries, et Riffraff, qui est un chat de gouttière, qui fait que des conneries aussi. Je suis comme toi, Wiz, hein, j'étais ultra fan de... Déjà, la chanson, elle est culte. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle marche super bien, même si, alors vas-y, si tu es capable de me sortir le texte en totalité, sans avoir cherché quelque part, vas-y, non, c'est... parce que j'ai jamais rien compris à ce qu'il chantait. Quoi. Ouais, mais c'est pas grave. C'était bien. Ouais, mais c'était une grande constante à l'époque, hein. Rappelez-vous Pole Position, avec les gens qui parlent par-dessus et compagnie. C'était vraiment une thématique récurrente. Hein. Pole Position, mais où est caché le saumon? Non, c'est pire. Sincèrement, c'est pire. Je comprenais rien. Une fois qu'il a fait Isidore le citadin machin, après c'est fini. Je ne comprends attends, rien. Isidore le citadin dans la ville Cubitra. Bon. Enfin, pour moi, il avait le cubi à la main, j'en sais rien, mais non, mais blague à part, je trouve que c'est important un bon générique parce que ça rend la dimension un peu plus culte. Ouais. Le dessin animé était pas mal, mais le générique était tellement chouette que ça mettait le dessin animé un cran au-dessus. J'aime bien donner l'exemple de Denver, qui est un dessin animé plutôt pas bon, hein, faut dire les choses, mais à l'époque on kiffait. Enfin moi, en tout cas, c'est 89, je dirais, hein, Spade a vu le nez. Oui. Pourquoi ? Parce que la chanson, elle était chouette, quoi. Elle était entraînante.
Après, je pense qu'au niveau qualitatif, c'était un cran au-dessus, les Entrechats. Je te cache pas que j'ai pas pris le temps d'en regarder, mais c'est un dessin animé, j'ai de l'affection dessus. Et ce qu'on attendait tous, c'était, tu sais, le crossover, parce que Isidore et Riff Raff ne se croisaient jamais. C'était vraiment dans le même univers, mais ils se croisaient jamais. Et je crois que c'est arrivé, mais qu'à de très très rares épisodes. En fait, je serais pas capable de dire si elle est bonne ou pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est typiquement le genre de série. On l'a tous vu. Et si ça passait à la télé, on faisait tous, oh cool, puis on regardait. Même ceux qui faisaient les mecs qui aimaient pas, quoi. C'est un truc qui fait vraiment partie de notre enfance. Ouais, ah oui, non, moi je valide. Et puis j'adore vraiment le titre, hein. Vraiment. Hein. Alors, il y a eu un crossover avec, j'ai lu quelque part, que dans un épisode d'Inspecteur Gadget, c'est ce que j'allais dire, ouais. Sophie est en train, à un moment, de regarder la télé et elle regarde un épisode Exactement. des Entrechats. Mais je crois qu'on l'avait même cité dans le podcast. Mais pour expliquer à quel point le haut cool, hein, donc cette série, elle a été rediffusée à peu près 13 millions de fois sur FR3 à l'époque, hein, faut être honnête. Ouais. Il y a 86 épisodes, ils ont tous dû être diffusés 10 fois. C'est ça. Le truc, c'est que même en plein milieu des années 90, alors que la France entière était passée aux animés japonais un peu plus violents comme Senseiya et compagnie, moi qui étais déjà adolescent à cette époque-là, qui regardais donc Senseiya, qui regardait Ken le survivant, si je tombais sur un épisode des Entrechats, ça me dérangeait pas, vraiment, c'était le oh cool, tiens, ça va me changer. C'est une série qui avait ce côté très universel, et les génériques, ouais, ils jouent pour beaucoup. Tu peux pas ne pas penser au générique là-dessus. Et tu te rappelles de la voiture de Riff Raff, là, dans la oui, décharge? la Cadillac, oui. Oh là là, je crois qu'elle existe en jouet, et il me semble que c'était un beau jouet en plus. Enfin, bon, Ça, je peux pas dire. petit appart. Tout ce que je peux te rajouter, c'est que concernant Denver, si j'aimais bien le dessin animé, c'est juste parce que j'étais amoureux de Brenda à l'époque, donc... Ouais, c'est mieux que de Denver, mais bon, c'est autre chose. Voilà. Et dans mes autres amours de jeunesse, hein, il y a le dessin animé dont tu vas nous parler, là, Mikado. Ah, et ben on se met le générique. Albator, Albator, du fond de la nuit d'or. Albator, Albator, de bâbord à tribord. Tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Albator, Albator, le corsaire de l'espace. Albator, Albator, même si tu parais de glace, ton cœur est bon, ton cœur est grand, comme le cœur d'un géant. Le bel Atlantis est ton vaisseau, le pavillon noir est son drapeau. Mais pourquoi cette version-là? Mais oui, mais il fait oui, bah oui, ah, c'est... Je voulais la vraie, moi. Bon, oui, je sais, évidemment, vous aurez reconnu, on va parler d'Albator, on est en 1980. Alors tout de suite, je vous fais un petit rétro-podcasting. C'est le 3e podcast que nous avions enregistré au sein de 80s, le podcast. Attention, c'est des oreilles, ça pique, hein, parce que le ton était pas encore là, on cherchait, évidemment, c'était que le 3e numéro. Mais faut savoir que, pour en revenir à Noam, qu'il a chanté une cover du cultissime titre chanté par Eric Chardin. Excuse-moi, je pose la question, il a été utilisé ou pas? Ou c'est juste un fun qu'il a mis sur un disque? Je crois pas. Pas à ma connaissance, j'ai pas trouvé de traces dans le dessin animé même. D'ailleurs, petite aparté, la pochette du 45 tours, je te l'ai montré tout à l'heure, Wiz. Bon, toi, t'as pas tilté. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai, mais je suis choqué parce que sur la jaquette du 45 tours, il y a aucun dessin autour de l'univers d'Albator, mais on peut trouver la navette d'Alcor, à savoir l'Alcorac. Et on voit même les planitrons de Goldorak. Vous savez, les planitrons, c'était les donc, frisbees. Ouais, c'était les frisbees qu'il lançait de sa soucoupe. Ouais. Vous avez déjà, hop, l'air de rien, je replace du Goldorak. Moi, j'aime bien le titre, mais très sincèrement, il est beaucoup plus wawa un peu que... je sais plus comment on appelle ça, Wiz, là. Bah, la wawa. La pédale wawa, c'est ça? Ah bah c'est ça, hein, oui, tu changes rien. Mais pourquoi pas, c'est une cover qui, moi, je trouve, ma foi, tient la route, si on fait quand même abstraction du titre qu'on connaît tous. Ouais, mais c'est pas possible. Il est tellement culte, le générique original. Ah, je sens que Spade valide moyennement mon choix. Non, c'est rigolo dans le cadre de la curiosité, mais vraiment, voilà, ça vaut pas l'original, là. Je dirais pour le rattraper, et parce que j'ai un choix qui est un petit peu plus loin, qui est exactement dans le même style, à un moment... Autant il a marqué pour un certain nombre de titres qui sont vraiment incontournables, autant il n'en a pas fait tant que ça, donc on a été obligé de piocher des choses qui sont, je dirais pas des choix par défaut, mais
pas forcément loin quand même. Donc à un moment, et j'en ai un plus loin qui vient, c'est pareil. Mais bon, après, ça reste bien produit, y a rien à dire. Mais c'est sûr que faudrait voir peut-être un montage, tu sais, du générique qu'on connaît, mais avec un collage de Noam, pourquoi pas, à voir. Non, mais en fait, c'est vraiment le problème que c'est une reprise qui me bloque. Hein. C'est comme pour le nouveau générique des Cités d'Or. Le générique en lui-même est pas honteux, mais ça vaut pas le générique que nous on a eu dans les années 80 pour moi. Ouais, c'est comme les enfants chanteurs qui ont repris les Mondes Engloutis. C'est propre, mais tu touches pas aux Mondes Engloutis. Voilà, c'est pas nos Mondes Engloutis à nous. C'est ça. Ok. Donc, Wiz, tu as parlé d'un autre dessin animé très très culte des années 80 là. Alors très très culte. Pour autant, je sais que je le regardais à l'époque, mais je n'en ai absolument. Non, je suis là, t'inquiète. Je suis là. là. Souvenir. Allô, vous m'entendez? Je suis là. De quoi vas-tu parler? Et si on laissait les auditeurs deviner de quel dessin animé on parle en leur passant le générique? Allons-y. Quand même, franchement. Alors si je l'ai choisi, c'est quand même essentiellement parce que je trouve que c'est pas loin pour moi d'être la chanson la plus sympa. J'adore l'intro. Alors il chante pas dessus, donc on s'en fout, mais je trouve la chanson vraiment efficace. Alors ok, c'est un duo. Je sais qu'on en a discuté avec Mika qui me disait oui. Moi je dis objection, Wiz. Objection. Hein. Objection, il a pas chanté tout seul. Mais même on l'entend pas. Même si les deux voix se mélangent plutôt pas mal. Enfin, moi j'ai tendance quand même à avoir l'impression au moins d'entendre les voix relativement séparées, et je trouve quand même qu'on entend la voix de Noam et qu'il apporte vraiment quelque chose. Il chante avec qui, Wiz? Il chante avec Nick Carr, qui a chanté Lil Jace et les Conquérants de la... que j'adore aussi. D'ailleurs, la chanson est super proche. Ah oui. J'aime beaucoup la chanson de Jace et les Conquérants de la Lumière, et je trouve que celle-là marche super bien aussi, avec en plus une intro qui est vraiment excellente. Masque, nanana. Mais moi là, tu vois, mon petit Wiz, tu me connais, t'es venu 1000 fois à la maison. Moi là, j'aimais jouer Masque sous les yeux. On en a fait une émission spéciale avec Archeo Toy. Je sais. Donc oui, Masque, moi à fond, je valide, mais à 400% ce choix. Bon, bien évidemment, je préfère Goldorak mais honnêtement, la chanson Masque, c'est une des meilleures chansons de générique de notre enfance. De mon point de vue, hein, j'entends. Je sais pas ce que t'en penses, Spade, mais moi, je valide à mort. J'aime beaucoup le générique, mais en fait, le truc, c'est que j'ai découvert que c'était Noam qui faisait les background vocals, donc le chant en arrière, pour cette émission, quoi. Je m'étais jamais penché sur la question, pareil, et quand on est sorti Masque sur Noam, j'ai fait non, quoi, et au final, oui, pareil. Mais après, oui, la chanson en elle-même, ça fait partie du must de ce qu'on a eu dans les années 80. C'est ça. Après, très sincèrement, les amis, vous en kikinez pas, regardez le dessin animé, hein, c'est épouvantable, hein. C'était, comme on l'avait évoqué dans maintes et maintes émissions, c'était des pubs de 20 minutes, hein, entendons-nous bien. Le seul truc intéressant du dessin animé, c'est la sélection des agents. Ah ouais, sélectionne l'agent Wiz et tout, et puis les jouets, bref, quoi. Me branchez pas sur ce dossier, on est tous d'accord pour dire que Masque... C'est ni plus ni moins intéressant que tout ce qui s'est fait à l'époque. Enfin, sincèrement, c'est pas pire. J'ai revu quelques épisodes tout à l'heure. Non, c'est vraiment en fait du dessin animé commercial qui est fait pour vendre du jouet. Les scénarios en fait sont recyclables à l'infini. T'as le même schéma qui se fait par épisode. Les méchants attaquent. Masque envoie ses agents pour essayer de résoudre le problème. Avec une nouvelle gamme de jouets. Le fils du capitaine fout la merde. Ils sont obligés de régler le problème et ils sauvent le monde. Normal. C'est ça qui change par rapport à ce qu'on a pu voir une décennie après. C'est qu'il y a encore ce côté mignon, justement, parce qu'il y a le gamin qui dit ah oui mais moi en fait j'ai envie d'aller me baigner dans la piscine machin. Il y a un truc très régressif en fait dans la série, c'est encore 13 années 80.
Ah bah là, on est complètement dans les 80s. Hein. Le personnage du gamin, si ça avait été une série années 90, il l'aurait carrément zappé. Oui, je pense qu'au fur et à mesure, ça a disparu progressivement. Mais c'est vrai que c'était... Mais complètement. Oui, mais c'est vrai que c'était très dans l'air du temps. Tu prends dans Jace et les Conquérants de la Lumière, t'as la gamine Flora. Exactement. On est dans un truc qui, je trouve, moi, est équilibré parce que on fait quelque chose qui est à la fois, ok, c'est baston, c'est machin, mais il y a cette espèce de petit côté, voilà, mignon, gentil avec le gamin qui dit oui, mais ouais, j'ai envie d'aller jouer au badminton. C'est pas ce qui s'est fait au Club Dorothée, j'ai envie de dire, après. Non, c'est pas du tout la même recette que le manga, mais c'est vrai, ouais, que ces dessins animés-là, t'avais toujours un gamin qui voulait aller faire un footing sur l'autoroute, quoi. Ce qui aidait pas les héros. Précisément. Mais moi, j'ai une petite tendresse pour ça, je suis désolé. Non, ça, moi, je valide à fond. Pareil. Et vraiment une chanson culte, hein, on est bien d'accord, les amis. Ouais, non, c'est indéniable. En peut-être moins culte pour le générique, mais des personnages qui sont très cultes à travers le monde, c'est ceux dont tu vas nous parler, Mikado. Pour moi, c'est extrêmement culte, mais je sais que je suis seul sur ce dossier. On est en France en 1980 dans l'émission Croque Vacances, et le titre que je vous propose, c'est Les 4 Fantastiques. Les 4 fantastiques nous protègent du mal. Ils prennent tous les risques de la terre aux étoiles. Les 4 fantastiques vont pour l'éternité tourner le satellite d'espoir et d'amitié. Les 4 fantastiques. Pour vous pitcher un petit peu le truc, donc pareil, un peu à l'instar de Spider-Man, on est sur une série d'animation américaine de 20 épisodes. Animation, c'est vite dit, vu la qualité d'animation. J'étais sûr que t'allais dégainer. Par les studios Hanna-Barbera et diffusé de 1967 à 1968, encore une fois, sur le réseau ABC. Ouais. Donc évidemment, ça s'inspire des personnages créés en 1961 par un certain Stan Lee et Jack Kirby pour les Marvel. Voilà. Alors en France, la série elle a été diffusée pour la première fois, donc je l'ai dit, en 80 dans l'émission Croque Vacances. Et là, j'aimerais vraiment que nos auditeurs me répondent parce que moi, c'est ultra culte pour moi. J'aimais bien le dessin animé, je vous cache pas que j'ai un petit peu refait mes devoirs en regardant un peu ce qui se faisait. Et ouais, c'est très daté, autant j'ai une petite tendresse pour le dessin animé de Spider-Man parce que y a une patte graphique. J'aimerais que tu nous développes un petit peu Spade après si tu connais un peu le dossier, mais les 4 fantastiques, c'est un petit peu compliqué à regarder. Et puis avec la nénette vraiment potiche, enfin, c'est un peu dur aujourd'hui. En fait, le truc, c'est que les 4 fantastiques, c'est une série qui est extrêmement importante pour Marvel parce que c'est la première série de Marvel. Animée ? Non, même la première série de Marvel tout court. En fait, je savais pas. Marvel, c'est une maison d'édition qui est très vieille, qui date des années 40. Et le truc, c'est comme toutes les maisons d'édition, ça a périclité au fur et à mesure du temps. Fin des années 50, début des années 60, ça va pas très bien. Stan Lee, lui, il rêve que d'une chose, c'est d'arrêter de travailler dans le comics parce qu'il travaille quand même depuis 1939 dans les comics, Stan Lee. Et il a envie d'arrêter ça pour écrire ce qu'il aurait considéré être son grand roman américain du style de ce que fait Hemingway, Steinbeck et compagnie. Et avant de partir, en fait, sa femme lui dit, écoute, ton patron te demande une dernière œuvre, donne tout ce que t'as dans le ventre et crée quelque chose d'unique. Et en fait, il va créer une série qui est absolument unique et qui va révolutionner le médium. Il va proposer une super famille. Mais réellement, les 4 fantastiques, c'est quasiment une famille. T'as déjà donc le couple marié, donc Red et Sue Storm. Ouais. À côté de ça, t'as donc le frère de Sue, Johnny, qui est donc la torche, et Ben Grimm, qui est donc la chose, qui eux se comportent un peu comme des gamins qui arrêtent pas de s'engueuler. Ouais. Et le truc en fait, c'est que tout ce qu'on connaît de Marvel aujourd'hui, c'est construit autour de cette série-là. D'accord. Sans les 4 fantastiques tels que ça a été créé par Stan Lee et Jack Kirby, il y aurait pas eu l'univers Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment une série qui est extrêmement importante et qui a eu des belles œuvres. La pierre angulaire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Après, ils ont repioché dans des séries qui étaient avant pour amener, par exemple, Captain America, qui était un ancien personnage. Mais vraiment, sans les 4 fantastiques, l'ère Marvel n'existerait pas. C'est une série qui est beaucoup plus ancrée dans la réalité sociale. C'est une famille un peu étrange. C'est à la période qu'il a commencé à y avoir des familles de divorcés et compagnie. C'est une série qui parle de beaucoup de thématiques, notamment la thématique du monstre, avec Ben Grimm qui assume pas son aspect. C'est vraiment une série qui est très très forte. Et le problème du dessin animé, en fait, c'est que c'est encore moins animé qu'un épisode de Olivier Tom, quoi. De Goldorak.
T'as une image par seconde. C'est pas très bien, hein. Il y a que les lèvres qui bougent, tu sais, ou... Ouais, non, Et par contre, les amis, j'ai vraiment une question. Je suis seul sur le dossier de Noam pour revenir au jeune homme, parce que cette chanson, c'est ultra culte hein, pour moi. Hein. bah, pour Non moi, ça m'a absolument pas marqué, quoi. C'est vrai, et toi, Wiz? La chanson, je suis incapable de dire, mais par contre, la série, ouais, je sais que je regardais. D'accord, bon, bah moi, série, faut pas trop la revoir, mais ouais, la chanson, enfin, je sais pas. Bon, bah les auditeurs, vous nous direz. Hein. Et si, il faut la revoir, parce que c'est une curiosité de l'époque. Il faut pas qu'on la voie en ayant des attentes d'aujourd'hui. C'est vraiment la remettre dans son contexte. Mais c'est comme beaucoup d'œuvres Marvel de l'époque, hein. Tu prends le Spider-Man japonais, la série Sentai, tu la regardes avec beaucoup de recul aujourd'hui, tu prends un pied à sens, Moi, je et si kiffe, tu la regardes au premier degré, tu vas détester, quoi. Ah, moi, je kiffe, hein. Mais bon, c'est autre chose. Ah bon. Ok. Donc là, par contre, on va partir sur un dessin animé que j'adore plus que tout. On a déjà fait une émission dessus. Ah, on triche un peu, hein. Ouais, là, Non. on triche beaucoup. Je triche complètement. Comme j'ai déjà dit, on se retrouve avec une liste de chansons qui contient plein de trucs super intéressants, mais pas tant de choses que ça. Donc, arrivé à un certain stade, on s'était dit on sélectionne 4 dessins animés chacun. Bah, le 4e, c'était soit je mettais ça, soit je mettais un truc que je connaissais pas ou qui me plaisait moins. Donc, ce que j'ai sélectionné, c'est ça. Children of the sun, see your time has just begun. Searching for your ways through adventures every day and night. With the condor in flight, with all your friends in tow, you search for the cities of love. Wishing for the cities of love. Et donc, on a affaire à la version anglaise du générique de Les Cités d'Or. City of Gold. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à ce qu'on a déjà dit 1 milliard de fois à la série. Oh, par 2 fois, je crois même, hein, Spade. Hein. On en a parlé 2 fois des... Oui, City on d'Or. a fait donc l'émission sur la série animée, on a fait aussi une émission sur l'OST. Mais elle est très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wiz, de cette version US? Enfin, Elle est pas pire que les autres. Je trouve marrant que quand on n'arrivait pas à le caser sur une version française, on se dit ok, tu vas faire la version anglaise c'est ça. et puis ça marchera encore. Juste comme ça, nous on a eu la série en 83. Elle a été diffusée en Angleterre et aux États-Unis 3 ans plus tard, à partir de 86. Je ne sais pas quel est le pays qui a vraiment commencé et je n'ai pas véritablement réussi à savoir si la version du générique était utilisée dans les deux pays ou pas. Si. Et ben voilà, tu réponds. J'avais vérifié en fait à l'époque où on avait préparé l'émission sur les cités d'or. En fait, ils ont vraiment connu cette version-là. Ils ont découvert la version française relativement récemment, grâce à Internet et à YouTube. Bah, comme nous, avec les génériques anglais et japonais. Hein. C'est Ouais. des trucs qu'on a découvert il y a 15 ans. Hein. Ouais, non, mais tout à fait. Et le truc, c'est que tous les anglophones avec qui j'ai pu en parler sur différents sites, notamment Reddit, en fait, pour eux, la version française, c'est exactement comme pour Ce rêve bleu de Aladdin. C'est la version française explose complètement la version qu'eux ont connue. C'est vrai? Ouais. Ils préfèrent la version française de Aladdin? Bah oui, largement. D'accord, donc là, c'est maintenant qu'on dégaine du Aladdin ou parce que tu sais que j'aime Aladdin, non? Oh, Je t'ai déjà dit que j'aimais Aladdin ou pas? Oh, on fera peut-être une émission où tu nous raconteras ça. Oh là là, ouais, moi je le fais tout seul, je m'en fous, je ferai mon Aladdin. Non, mais blague à part, ouais, c'est bon, évidemment, c'est très difficile de passer après cette chanson qu'on connaît tous, Ouais. qu'on adore, mais Noam, moi je trouve qu'il s'en sort très 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 bien, il y a rien à dire. Non, sa prestation est très très bonne. J'ai connu mieux. Ouais. Je trouve que c'est plus pour l'anecdote qu'autre chose. Ouais. Quand Non, mais exagérons pas, le hein. truc, c'est que nous, voilà, on a connu la version française qui quand même chantait beaucoup plus subtilement que le fait Noam ici, et forcément t'as un décalage qui est assez intense, mais les anglophones aiment. Bah, le dessin animé, en fait, j'ai été étonné que le dessin animé qui, même s'il n'a pas été énormément vu, a eu un gros impact sur les gens qui l'ont vu, et la musique, ils aiment beaucoup, quoi. Bon, faut dire, la bande originale des Cités d'Or est monstrueuse, quoi, donc... Oh. Non, je connais pas. Désolé. Donc là, on quitte le domaine de l'animation pour partir sur les séries live avec des vrais acteurs. Et vous avez choisi donc quelques génériques que Noam a chanté. Et le premier choix, Wiz, je vais te donner la main. Oui, alors comme je disais, de toute façon, pour les dessins animés, il y avait déjà peu de choix. Pour les séries, il y en a encore moins. Donc bon, celui par lequel je commence, c'est Fame. Souvent je t'ai dit que l'amour était
je t'ai appris à t'envoler plus loin, à prendre la lune dans tes mains. Garde-la toujours bien, fais ce que je dis. Tous les soleils qui se lèvent sur les secrets de tes rêves, tous les amours qui s'achèvent, ils vont te donner la pierre. Ouais, ok, il passe derrière Irene Cara, c'est irrécupérable et tout. Mais bon, la chanson en elle-même, elle reste pour moi absolument géniale. Et elle est tellement géniale que même en français, elle passe. Ah ouais. Après, pour la série, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai comme pas mal de monde découvert après. Parce qu'elle a été diffusée à la base à partir de 82 en France. Je l'ai plus vue dans La Une est à nous 2, 3, 4 ans après. C'est inspiré donc, comme tout le monde sait, du film d'Alan Parker en 80, qui est donc la vie des étudiants d'une école des arts du spectacle à New York. Le film est absolument génial. La série... Alan Parker, hein, tu prends pas de risque avec ça déjà à la base. Quoi. Tu prends pas beaucoup de risques, on est d'accord. La série, elle est vraiment pas inintéressante non plus. Elle est sympa parce que ça reste une comédie musicale. T'as plein de numéros chantés, dansés, machin, ce qui fait que le truc est très rythmé, il y a toujours des surprises. T'as une différence notable quand même entre le film et puis la série télé. Déjà, en fait, tu retrouvais des acteurs du film dans la série télé qui continuaient de jouer leur rôle, quoi, au final. Et en fait, le personnage de Dorothy a plus rien à voir entre les deux projets. Je me souviens plus. Dorothy, c'est l'héroïne du film. C'est la girl next door, mais la jolie girl next door. Tandis que dans la série télé, c'est la bonne copine un peu boulotte, quoi. Ah mince. Non, pas mince. Au contraire, le personnage de Dorothy dans la série télé est absolument extraordinaire. Moi, c'est une série que j'aimais beaucoup. Ouais, je m'en souviens plus trop. Ouais. En fait, pour expliquer à ceux qui connaissent pas la série, c'est Undo Stress, mais en bien. Il se trouve simplement que Noam a fait le générique, il a repris exactement la chanson du générique qui était la chanson du générique du film aussi, qui était chantée par Irene Cara, qui nous a fait aussi Flashdance 2-3 ans après. Et quelle scène absolument folle dans le film aussi, quoi. En fait, moi, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec cette version-là, c'est que Alan Parker est un réalisateur que j'adore. Et la scène dans laquelle il fait exploser cette chanson, on peut appeler ça que comme ça, c'est une scène qui est culte pour moi, qui est incroyable. Et d'avoir une version... En fait, j'ai l'impression d'avoir une version light, là, encore une fois. Ah. Et ça passe mal. Ah, moi, mon affect est différent. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce dossier. Mais moi, je la connaissais d'époque. Et bon, c'est sûr, quand tu connais Irene Cara, bon, c'est au-dessus de tout. Mais encore une fois, un peu comme pour les Mystérieuses Cités d'Or, moi, je trouve que Noam s'en sort très très bien. Enfin, moi, je la trouve vraiment chouette, la version. Moi, c'est vraiment que sur une question de ressenti où de base je suis obligé de la comparer à la version que j'ai connue en premier, qui est donc celle de Irene Cara, parce que honnêtement j'ai jamais vu la série avec le générique français. J'ai creusé, je crois que c'est uniquement une cover, tu vois. Donc moi c'est un titre que j'ai connu beaucoup plus tard et c'est vrai que je peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec la version de Irene Cara et ouais ça passe pas. Il faut pas. Ouais, malheureusement. Ouais. On a chacun notre affect. Typiquement, moi j'ai beaucoup plus de, j'ai envie de dire de tolérance, j'aime pas le mot, mais d'une certaine manière, voilà. Ça passe beaucoup plus facilement pour moi, dans la mesure où, si tu prends la BO du film, le deuxième titre après Fame d'Irene Cara, c'est Out Here on My Own, qui a été repris par Nika Costa. Ah oui, on en avait déjà parlé. Et ma version préférée, c'est la reprise. Moi aussi, ouais. Par contre, en autre cover... c'est pas une cover. C'est une version française si tu préfères. Voilà, je préfère. Franchement, c'est le titre qui m'est venu tout de suite en tête. Et c'est Shérif, fais-moi peur. T'as le blues en toi, dans tes yeux ça se voit. Le blues c'est bien joli, d'accord, mais faut mettre aussi du compris dans ta vie. Rêve au soleil, et puis fais ton miel, avec le feu qui brille dans les yeux de toutes les filles. La vie country est ce que j'ai choisi. Je peux déchirer ton brouillard, c'est la corde de guitare, sans de ta grisaille. Shérif, fais-moi peur, les amis, je vous fais un petit pitch, The Duke of Hazzard en version originale, c'est une série de 147 épisodes qui a été diffusée entre 1979 et 1985.
Chez nous, on l'a eu à partir de 1980 sur Antenne 2. Moi, à titre perso, pour moi, c'était un truc de la 5. Hein. Ouais, pareil. Et puis sur la 5 à partir de 86, qui rediffuse donc la série et en plus programme les suites qui n'étaient pas passées sur Antenne 2. Alors, je vous fais un petit pitch vite fait. C'est la famille Duke qui vit dans une zone du comté de Hazard, c'est un lieu fictif, dans l'état de Georgie. Alors, l'oncle Jess, chef de famille, se livrant à des activités plus ou moins légales. Sincèrement, il est dans le trafic d'alcool. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle un moonshiner. Je te crois sur parole. Bon, évidemment, on pense à la voiture General Lee et évidemment leur jolie cousine Daisy, la serveuse au repère du sanglier. Alors c'était une série où la famille se frottait toujours au shérif Roscoe P. Coltrane. Pardon, il faut dire Roscoe P. Coltrane, parce que Roscoe il est content. Et au beau-frère, le maire Boss Hogg. Ouais. Bon, la série se voulait un peu bon enfant, hein. Ils se bagarrent, mais à la fin ils sont toujours copains. Et des fois, ils faisaient même un peu alliance quand il y avait vraiment des méchants. Alors moi je vais être honnête avec vous, je me souvenais parfaitement de la chanson et je me souviens pas trop mal de la série. J'aime beaucoup la chanson, par contre je n'ai jamais revu la série parce que déjà j'en ai jamais senti le besoin et je reste intimement persuadé qu'aujourd'hui ça serait compliqué de revoir cette série. Alors que quand j'étais enfant j'adorais. Pourquoi compliqué ? Au niveau scénaristique je reste intimement persuadé que ça volait pas très haut. Bon, franchement c'était dans la lignée de ce qu'ils faisaient à l'époque, hein, que ce soit les séries comme Agence Touriste et compagnie, hein, c'est ni plus ni moins de ce niveau-là. Ah, je sais pas, j'aimais beaucoup l'Agence Touriste. Oui, non, mais je sais, mais... J'avais été très très content de les revoir quand on avait fait l'émission, mais... Non, mais le truc, c'est que Shérif Fais-moi peur, ouais, c'est une série de son époque, indéniablement, hein, c'est un épisode, une aventure, hein, comme dans l'Agence Touriste. Après, le truc, c'est qu'il y avait d'excellentes idées de mise en scène, on va dire, notamment, en fait... T'as beaucoup de cascades en voiture, notamment avec la superbe General Lee. Ouais. À chaque épisode. Dès que la voiture elle commence à faire un saut, t'as un gel de l'image, t'as les pubs, puis t'as une voix off quand en fait qui arrête pas de parler et compagnie. Quoi. Et ça donne un effet qui est vraiment extrêmement cool pour l'époque. Ouais, j'avoue. Ouais. Et je crois qu'en préparant mes fiches, d'ailleurs, ils ont passé un nombre incalculable de bagnoles parce qu'à chaque saut, la voiture était morte. Hein. Ah bah oui, non mais il l'a défoncé, ouais. Et donc, clairement, je vais être franc avec vous, j'avais aucun souvenir que c'était Noam qui chantait le générique français. Je sais pas si c'est votre cas, les amis Wiz. Non, j'avais pas du tout fait la relation. La chanson, elle m'a pas plus marqué que ça. Alors la série, vraiment, mais... non. Vraiment non. J'ai jamais regardé, ça m'a fait chier à la première seconde. Ah, j'aimais bien. Et ah non, pas du tout. Enfin voilà, moi je suis jamais tombé dedans. Toi du coup, Spade, t'aimais bien ? La série, oui, j'aimais bien à l'époque. Le générique, en fait, je connais quasiment par cœur le générique anglais et j'ai jamais pensé qu'il y avait un générique français et j'avais pensé que c'était... Non mais vraiment, ouais. Pareil, là aussi, c'était une découverte aujourd'hui. Ok. Et le générique suivant, pareil, c'était une découverte et c'est Wiz qui va nous en parler. Moi aussi. Dans toutes les galaxies, tout seul, tu pourchasses tes ennemis. Pas Rogers, tu es seul à lever le défi. Pas Rogers, ton univers infini. Et toi, tu leur as donné ta vie. Pas Rogers, dans ton monde, c'est toujours la nuit. Rapide comme l'éclair, dans ton vaisseau de lumière, c'est l'aventure spatiale intersidérale, c'est l'Odyssée héroïque, la guerre des... Alors, ça a été une découverte pour moi aussi, et... Ah, moi je suis content. Hein. Je suis, mais d'une gratitude, tu n'imagines mais merci, même pas. Wiz, hein. Ah bah, je suis sûr qu'on va parler du même dossier. Hein. Je ne connaissais pas la série. C'est vrai ? Cette série, elle est fabuleuse. Ah mais... J'adore. Sérieux, tu connaissais pas Buck Rogers ? Mais non, du tout. Oh, j'ai Dieu. découvert ça, mais pour l'occasion, là j'en suis. Enfin, j'ai passé ma journée encore aujourd'hui à regarder tous les épisodes que j'ai pu télécharger. C'est génial. Je suis fan. Ah mais c'est brillant, c'est une des meilleures séries de science-fiction qu'il y a eu dans les années 80 pour moi. Il y a un pilote qui a été diffusé au cinéma d'ailleurs en 79, qui est dans un format qui est globalement long métrage, qui est comme un film, qui a vraiment une qualité. Ah ouais. Moi je vois dans les wikis et compagnie où ils disent que c'est un film TV, ça a la qualité d'un film tout court. Quand on est passé au niveau série... Voilà, on a vu qu'il y avait moins de 0 sur l'échec pour le budget. Exactement, c'est un tout petit peu moins ambitieux. Et il y a quand même un effet carton-pâte
sur les casques et tout. Tu sais, j'ai vu le pilote comme toi cet après-midi. Mais le pilote, il est fabuleux. Honnêtement, j'ai pris une claque, j'ai kiffé. C'était magique. Limite, je pense qu'on en fera un truc, hein, Julien. Honnêtement. Enfin, c'est exactement tout ce que j'aime dans ce type de programme. Mm. La suite, elle est un cran en dessous, mais elle est toujours bien. Visuellement, je trouve que ça marche. Il y a ce côté humour complètement décalé avec le robot qui balance des vannes. Qui balance des vannes à 2 Et balles. qui a une tête de gland, faut dire les choses, non? Ah, je suis étonné que tu connaisses pas. Oui, c'est culte, hein, pourtant, Buck Rogers. Hein. Mais moi qui étais câblé sur la télé en permanence à l'époque, j'ai loupé ça. Et c'est génial, merci. Merci, j'ai adoré. Mm. Et la chanson, en plus, moi je la trouve qu'elle est bien. Je trouve qu'elle marche. Ouais, alors après, est-ce qu'elle est dans la série? Je m'en souviens pas, pour être honnête, parce que je n'ai revu que le pilote. Et il n'y a pas du tout de Noam ou quoi, mais après, elle est dans le générique France? J'ai vu quelques épisodes où il y a vraiment le générique français, donc c'est un vrai générique, il a vraiment été utilisé à l'époque, et je trouve qu'il est mieux que le générique US. Ah ouais. Ah, je suis pas d'accord. Cette série, je l'ai refaite il y a pas si longtemps que ça. C'est une série que vraiment j'aime beaucoup. Malgré le côté fauché des épisodes, comme tu dis, le pilote est vraiment 10 crans au-dessus de tout en termes de qualité. Et la chanson, ça doit être Far Beyond Reality, un truc comme ça, la chanson du titre, qui est pareil chantée par un jeune chanteur qui a quasiment en fait la même tessiture de voix que Noam. C'est ça qui est drôle. En fait, cette chanson, elle reprend le thème original, ce qui est pas du tout le cas de la version de Noam. Et cette version-là colle mieux, mais la version de Noam est cool, quoi. Puis c'est une série mais tellement cool et Erin Grey est tellement belle. Et c'est marrant, en parlant des comédiens, moi quand j'étais enfant, dans mes souvenirs, pour moi, c'était Robert Wagner qui faisait le Buck Rogers. J'étais sûr que c'était lui. Et pas du tout, en fait. Non, c'est un acteur qui a pas fait grand-chose, malheureusement. Ah si, le Chevalier Lumière. Il fait quoi? Il joue en fait le tuteur légal du jeune Chinois. Ah, c'est le flic qui recueille les Chinois. Exact, putain. Mais si on présentait un peu quand même le concept de la série à nos auditeurs, il y en a peut-être certains qui connaissent pas non plus. Oui, c'est Hibernatus in Space. C'est complètement ça. Ça part d'un personnage. Alors toi, Space, tu sauras beaucoup mieux expliquer que moi. Donc en gros, Buck Rogers, c'est tout simplement un héros qui est né dans la culture pulp, donc avant la Grande Dépression. C'est un astronaute du XXe siècle qui donc va tenter d'aller dans l'espace et qui va se retrouver... il a un petit souci technique, il va dormir pendant 5 siècles. Et il va se réveiller au 25e siècle, où là, justement, il se retrouve à être un homme du passé dans un avenir dangereux, mais il est tout aussi dangereux que l'avenir, et il va sauver la Terre plusieurs fois, quoi. C'est une série à la Captain Future et compagnie, c'est vraiment un très très cool comme série. Avec ce côté complètement surréaliste, qui est que ce prétexte-là marche uniquement pour le pilote. C'est le synopsis du pilote, point. Ouais. Parce que dès le 2e épisode, enfin le 3e si on respecte l'histoire, puisque le pilote fait 2 épisodes, le mec, il s'est totalement fait à sa nouvelle époque. Ouais. Les 5 siècles, il les a digérés, mais alors sans problème, il comprend tout, il connaît tout, il y a pas... Mais à aucun moment, on imaginerait qu'il pourrait venir d'une époque différente ou d'un pays différent, voilà. Il a tout digéré sans problème. Par contre, petit point de détail, histoire de voir si vous êtes d'accord avec moi, dans le pilote, justement, donc la scène de cryogénie, enfin d'endormissement, ce qu'on veut, c'est ce qui donne en fait le générique du film. On est d'accord en fait que pendant qu'il était cryogénisé, il était en train de faire un rêve érotique, Buck Rogers. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que ça fait quand même très porno. Ah bah oui, il fait un rêve érotique sur 500 ans. C'est violent quand même. Ça va, il y a pire comme rêve. Ouais, c'est... Non mais les auditeurs, sincèrement, s'il y a un truc à retenir, c'est Goldorak évidemment, hein. Mais Buck Rogers, c'est culte et il faut qu'on en discute, qu'on se débrouille, qu'on fasse quelque chose sur ce numéro, on est bien d'accord. On fera un épisode spécial Space Opera des années 80, mais en série fabuleuse. Il y en a une autre dont tu veux nous parler, Mikado. On a commencé tout à l'heure d'ailleurs. Oui, parce que c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. On est bien d'accord. Ouh, tout à fait. L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment, les mauvais coups, les truands. L'agence les règle au comptant. Si la justice vous attend, l'agence touriste, la tournant pour la victime aux abois. Tout à coup elle surgira.
Bon, bah là, encore une fois, on est peut-être sur un débat un peu comme sur Mask, parce que Noam est crédité sur le titre, mais il est crédité en duo avec Nick Carr, comme pour Mask. Et là, comme pour Mask, en fait, j'ai découvert que c'était du Noam, quoi. Ah non, ça je le savais en revanche. Donc pareil, bah on vous renvoie sur notre podcast numéro 2, je dirais. Donc là, bon, ça pique encore plus. Si vous avez envie d'entendre parler de l'agence touriste, c'est un dossier qu'on a évoqué longuement, hein, c'est culte et tout. Je vais pas refaire le numéro, mais la chanson, elle est culte. Vous pouvez pas dire le contraire, les amis. Ah oui, non, c'est fou. Aucun doute. Et c'est ballot parce que sur le truc qui est le plus culte, c'est presque sur ce morceau qu'on a le moins de choses à raconter. Ouais. Parce que encore une fois, donc les paroles sont de Haïm Saban et que bah ça fonctionne à mort. Encore l'autre jour, petit aparté à la Mikado, je jouais à un jeu vidéo avec mon comparse de toujours Looping, où on s'est retrouvé dans un 4x4 en pleine jungle. Bah j'ai chanté l'agence Tourisque, tu vois, normal quoi, tu vois, avec le bazooka à la main et tout quoi. À part que vous dire que bah c'est du grand Noam / Nick Carr dessus, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez d'autres trucs à dire, les amis. Non, il y a pas grand chose à dire pour moi. Peut-être sur la série ou sur le générique parce que vous n'étiez pas sur le numéro à l'époque. Ah bah j'ai pas plus à ajouter. La chanson, elle est excellente. Et la série... Le film aussi était chouette. J'avais bien aimé moi le film. Je sais pas si tu l'avais vu. Non. Et bah il est très bien. Je suis resté sur la série, mais la série, ça, je peux encore regarder n'importe quel épisode avec un plaisir non dissimulé. Donc voilà, c'est carton plein quoi, j'ai rien à dire de plus. Donc en fait, là on est d'accord, on a eu plein de génériques cultes des années 80 qui ont été chantés pour lui. Donc est-ce qu'on peut dire en fait que Noam, c'est un peu celui qui a bercé notre enfance? Mikado, à ton avis? Eh ben oui. Et finalement, un petit peu de non. Parce que, on a déjà évoqué... La réponse de Normand. C'est ça, de Gérard, évidemment. Depuis que 80s / Décennies existe, c'est un personnage qui revient souvent parce que il est intrinsèquement lié à des œuvres très très cultes pour les enfants que nous étions. On va parler de Goldorak, on a parlé de l'agence touriste, de Masque, tout ça. Mais le personnage en lui-même, il est pas si culte que ça. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme Dorothée, c'est ultra culte. Wiz ne me contredira pas. Non. Je connais son amour pour Dorothée. Et puis finalement, on va être un petit peu honnête avec vous, les auditeurs. On a creusé. On avait vraiment envie de faire un truc sur Noam parce que ça fait longtemps qu'on en discute. Mais il n'y a pas tellement de choses que ça. On a volontairement un peu passé rapidement sur le Noam après, on va dire, sa période dessin animé, série télé parce que il a surtout été dans la production. Il s'est tenté à quelques petites choses de chant, machin que tu m'as envoyé, Wiz, mais c'est épouvantable à tel point que on va même pas les passer parce que c'est pas drôle. Mais en fait, il y a ce que j'aime à le rappeler régulièrement, des One Hit Wonder. Bon, il s'avère qu'il en a fait 3-4 finalement, mais quelle chanson, les amis. C'est plus des One Hit Wonder. Hein. Ouais, enfin je sais pas comment on appelle ça, des multi-hit wonder, je sais pas comment on doit dire, mais en fait c'est un artiste qui est culte, mais qui a pas tellement de morceaux finalement. C'est en fait surtout il a peut-être pas une personnalité aussi ancrée que par exemple la Bernard Minet. Voilà, c'est ce que je voulais souligner, ouais. Surtout ça. Parce que Bernard Minet, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quelqu'un qui a marqué et qui tourne encore. Voilà. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça n'est pas un jugement de valeur. Mais je reconnais que Noam, bon, il a fait, on va dire, un passage éclair et que, finalement, beaucoup de gens ne s'en souviennent plus. Ouais, mais tu prends par exemple, on a parlé de 2 titres qu'il a fait avec Nick Carr. Nick Carr, on n'en a pas plus de souvenirs que lui, alors que c'est des titres absolument fabuleux, quoi, Peut-être c'était des trucs de commande aussi, donc du coup, ça manque un peu de personnalité sans être péjoratif, je ne sais pas. Ah, c'est sûr que les Chevaliers du Zodiaque par Bernard Minet, ça a de la personnalité. Ah ouais, là, moi je valide à mort. Surtout la version métal et tout. Oui, c'est ton avis sur Noam? Moi, j'ai un affect 500 fois plus important sur Noam que sur Bernard Minet. Ah, moi, j'aime bien les deux. Tant sur les dessins animés auxquels il est rattaché que sur la qualité des chansons qui ont pu être chantées. Donc voilà, point. Après, je rejoins quand même Mika sur le fait que il s'est retrouvé sur des choses qui sont d'une certaine manière structurantes, qui sont vraiment des points de repère extrêmement importants pour tous les gens de notre génération, mais il a pas tout fait non plus. La partie années 70, je l'ai découvert largement après coup. J'aurais pu, mais j'ai absolument aucun souvenir d'époque de ce qu'il pouvait faire dans les années 70. Ce qu'il a fait dans les années fin 70, enfin la partie dessin animé, série, quand même, hein, c'est peut-être pas la personne qui a chanté le plus de génériques, mais il a chanté des génériques qui sont importants. Et il a chanté des chansons qui sont des classiques. On est d'accord. De là à dire, est-ce que c'est le plus grand ou... il fait partie d'une... C'est Goldorak.
C'est le plus grand. C'est Gold. Non, non, Brodal. Il y a personne qui peut se targuer de représenter les années 80 en termes de générique de dessin animé. Mais il fait partie d'un petit club de pas beaucoup de monde qui peut vraiment dire ok, j'ai marqué les années 80 parce que j'ai été la voix de dessins animés qui ont été vraiment des repères pour toute une génération. Et en plus, avec la chance de chanter des chansons qui sont des bonnes chansons et qui marchent encore aujourd'hui. Voilà ce que je peux On est dire. bien d'accord. Donc, pour ma part, Noam, oui, c'est tout simplement l'une des personnes qui a bercé mon enfance, notamment avec les Entrechats, comme je le disais. Ne serait-ce que ce titre-là, en fait, Goldorak, moi j'ai peu connu son générique à l'époque. Je suis un peu plus jeune que vous. T'es team quoi, toi? Bernard Minet, toi, non? Sur Goldorak. Non, je suis plus Lionel Leroy. Lionel Leroy, ouais. Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau le plus puissant des robots. Mais tu me dis quand j'arrête. Mais toi, Goldorak, prête à tous les assauts. J'ai pas pris mes médicaments, c'est pour ça en fait. Ça oui. Mais le truc, c'est que Noam, ça reste quand même un des grands artistes pour enfants des années 80, quand moi j'étais enfant justement, et puis je prends grand plaisir à entendre ce qu'il fait, quoi, tout simplement. Après, oui, il y a des trucs qui sont un peu plus difficiles, parce que moi j'ai vieilli et que je les ai pas découverts à l'époque. Je pense que j'aurais découvert ça à l'époque, ça passerait crème, aujourd'hui plus difficilement. Mais c'est le reproche, c'est pas lui, c'est à moi, quoi, à faire. En termes de reprise, on aurait pu filer ça à n'importe qui, personne n'aurait pu faire mieux. D'une certaine manière. Non, mais j'en suis tout à fait conscient. C'est pour ça que je dis que le problème, il y a plus de moi que de la version en elle-même. Et puis c'est le cas pour quasiment tout ce genre de reprise comme ça. Quand t'as une chanson qui te parle, si on la touche, ça devient un peu plus difficile. Donc je pense que là, on a fait un joli tour sur la carrière de Noam quand même. Oui. On est d'accord. Donc ça serait peut-être temps de dire au revoir c'est ça, il faut nous laisser maintenant. Et puis on leur dit à bientôt alors pour parler de Buck Rogers. Ah ouais, moi je veux bien venir. Hein. Si vous voulez bien de moi, je veux bien venir en parler parce que j'ai eu un gros coup de cœur également. Donc on se dit à bientôt quand même. Hein. Si c'est pas pour Buck Rogers ou le Space Up, ça sera pour un autre sujet de décennies. Et on espère que Wiz ne mettra pas autant de temps à revenir nous faire un petit coucou quand même. Si c'est dans les 2 mois et 2 semaines qui viennent, c'est absolument quand vous voulez. Après, c'est juste sujet à une problématique de décalage horaire qui est tout à fait gérable. On va enregistrer 4h du matin, il n'y a pas de souci. Il suffit que ce soit le samedi ou le dimanche matin, c'est pas compliqué. Mais pour l'heure, on va vous dire au revoir et puis on va se quitter en musique. Ça. Oui, alors les amis, vous savez, j'aime bien parler de Goldorak pour changer. Oh, tiens, t'es sûr? Ça faisait bien 20 minutes que j'en avais pas parlé. Et le titre que je vais vous proposer, on connaît la chanson Goldorak Go par Bernard Minet, parce que Goldorak Go. Rétro-laser en action, tin. Je vous cache pas que je l'ai découvert cet après-midi. J'ai même sondé les amis TMDJC et mon copain Pipo Letsou, qui sont les 2 autres experts Goldorak francophones. Je crois que TMDJC connaissait, mais Pipo ne connaissait pas. En fait, c'est la version québécoise du générique, mais chantée par Noam. Donc Noam parle l'accent israélien, mais avec l'accent québécois en plus. Je sais pas, mais j'aime bien. Donc, Allez, on se quitte donc sur Goldorak Go by Noam. Ciao, ciao. À bientôt. Allez, ciao.